Hello, bonjour, on est nombreux, on est à l'heure et c'est pas la bonne lettre. Bonjour et bienvenue sur Off Skill, le petit stream entre copains où on teach, on break, on chill. Ce soir, nous avons du beau monde, déjà parce que vous êtes là, mais aussi parce que ces trois personnes sont là. Bonsoir Dry, comment vas-tu? Hello, ça va? Bien, merci, et toi? Excellent, de même, je te remercie. Maltemo, donc full habitué ce soir. Comment vas-tu Maltemo? Bonsoir, ça va, la forme? Excellent. Swiski? Hello, oh, toujours bien. Parfait. Bon bah écoutez, c'est bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. On va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, Alors, que dire? On a vraiment une veille techno un peu chargée. Bien sûr, welcome les nouveaux et welcome back les régus. Petit ajout de screen share. Au programme. Au programme, juste une overview de cette petite soirée. On commence en papotage classique, micro, instant sponsor, la moula oblige. De mon côté, j'ai la blinde de bail liée à l'IA pour vous faire gagner du temps. J'ai pas mal de petites contenus vidéoludiques à vous proposer, des gros articles et pas mal de petits tooling ou petits trucs rigolos. Il y a du rigolo, il y a du utile, il y a du choc et il y a du cheese. Vraiment le côté 5% d'effort pour 95% du taf et j'espère que ça va vous faire plaisir. Swiski, tu veux nous pitcher un petit peu vers où tu nous emmènes? Vraiment un peu partout, du web, du motivational speech sur les CTF, Mhm. euh, des anecdotes Oh, avec le dernier tweet, quelque chose d'assez marrant que je connaissais pas sur console.log. ok, Et après, un petit peu de hardware avec du Flipper 0. Et on excellent, verra dans quel ordre on va goupiller tout ça. excellent, excellent. Maltemo. Alors, de mon côté, je vais parler un petit peu de Windows avec une CVE qui est sortie et un petit POC avec. Des petits fails liés à des dépendances de paquets et de la documentation d'installation. Un petit site d'OSINT assez sympa et un gros morceau sur les Trusted Types et tout ce qui tourne autour, globalement. Ok. Et Alligator Anonyme, tu veux nous parler de ta partie? J'imagine que c'est moi, Alligator Anonyme. J'ai le curseur qui s'affiche en effet. Eh ben salut, c'est moi, Alligator Anonyme. Alors moi j'ai trouvé un petit article sur du bug bounty. J'ai trouvé un blog d'un gars qui fait des choses super intéressantes sur de l'open source, de la gestion de paquets. Je t'ai volé un article sur l'utilisation publique de services privés fournis par Apple. Mhm. Une petite analyse sur les dangers de où ranger ses secrets en public, c'est-à-dire ne le faites pas. Absolument. Et pour le watch time, OnlyFans. Parfait, eh ben écoute, on va terminer par ça. En vrai, je l'avais, j'ai zioté sans trop regarder. Looking forward, hâte de voir un peu ce que ça donne. Ok, petit retour full facecam. Avant qu'on se lance dans les hostilités, est-ce que vous voulez, je sais pas, raconter un petit truc qui vous a régalé dernièrement, que ce soit du vécu, du lu, du fail, du win? Des petits chats récemment? Ça chale pas? Un peu, ouais. Un peu de tchal. Moi j'ai fait les qualifs du Hack Day ce week-end Hmm, avec ma team. On s'est qualifié, on a fait 15ème. Donc on va se rendre à honnête, Paris, frais payés par l'école. Ça régale. nice. GG. Je possède des thunes, je suis à l'école financièrement. Je ne me plains pas. Pour moi, ça flag en ce moment. Ok. Oh! Obligé, obligé, ça se tentait. Excellent. One more. Euh, Bon, bon, vous allez pas me faire croire que vous avez rien fait durant ces dernières semaines. Les gars, la dernière veille techno date d'il y a quelques mois, hein. Là, j'ai regardé le backlog, je me fais oh, oh. c'est vrai que ça date, mais il y a eu le changement d'année, il y a eu les vacances, il y a eu tout. C'est très C'est vrai. euh, C'est très vrai. c'est lointain. Pas de souci. Et ben, en ce cas-là, on va pouvoir ouvrir les hostilités et on bavardera, je pense, en même temps. Mais avant, vous voyez, vous savez ce qui va arriver. Navré, on se retrouve dans 2h30. En vrai, pas navré. Je réitère ma demande. Vers tourner le mot pour ce super projet Zorix 41 qu'on lance sur une formation, recherche de vuln, qualification de piscine, tout ça. Microspot, on se retrouve dans 2 minutes 30 et ensuite on bombarde. A de suite. 0x41, ça vous parle?
Non, parce que moi, ça me parle déjà parce que dans le Pawn, les références geeks, mais aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde du hacking. Mais depuis peu, The Risk 41, c'est aussi une formation Bac plus 5 dans laquelle je m'engage avec d'autres intervenants, et vous allez voir, pas n'importe lesquels. Notre but, ça va être de vous aider à monter en compétence sur des sujets avancés tels que l'exploitation et le fuzzing low level, la cryptographie, le reverse engineering, l'OSINT ou encore la recherche en web et la recherche de zero day. Vous l'avez compris, petite sponsor pour vous parler de cette formation ainsi que de ses préqualifications en mode piscine. Pas de cours traditionnels, un maximum d'entraide et d'autonomie. Vos peers ou compères seront vos meilleurs alliés ainsi que vos reviewers, pendant que nous, on sera les méchants. Bon, évidemment, je dis méchant, on ne vous veut que du bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera plutôt des level designers qui seront là pour placer des exercices, des cours, des TP, qui seront un équivalent de donjons, voire de boss de fin de niveau sur votre parcours, qui n'auront aucun autre but que de vous aider à level up pendant ces 2 années à venir. Bonjour, je suis Mathieu Mollard et je suis là pour vous proposer 24 heures de fuzzing. Salut, moi c'est Noël, je vous ai préparé une sélection de Chal Crypto aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles. Salut, je suis Hugo ou Huge. Si tu penses que faire de l'osine, c'est retrouver les photos de vacances de tes potes sur internet, je te montrerai la vraie dimension offensive de cette discipline. Lalu, du coup moi j'aimerais vous amener faire de l'exploitation web ainsi que de la recherche de zero day. Mais également Synactive et Randorisec pour du reverse H64, X86 et RISC-V. Bonjour, moi c'est Xavier Cocan, je suis le concepteur de 0x41. Je vous souhaite bonne chance pour la présélection et plein de tryhard. Je voulais vous souhaiter de vive voix la bienvenue dans la formation et au plaisir de vous rencontrer sur le campus. Inscription aux préqualifications sur x41.fr jusqu'au 6 mars, préqualification sur RootMe ouverte du 25 février au 7 mars, qualification en piscine du 14 au 27 avril 2025 et rentrée en septembre 2025 sur le campus Oteria à Paris. Formation gratuite sous réserve d'alternance, 50 places en piscine, 50 places en formation. Et nous revoilà. Merci beaucoup, j'insiste, faites passer le mot à vos potes, aux petits jeunes qui pourraient encore soit chercher une formation nouvelle, soit chercher une formation, soit vouloir changer de formation. On lance des choses assez chouettes. Et sur ce, trêve de bavardage, let's go, ajouter un screen share et lancer tout ça. Alors, attention, déjà, est-ce que tous les trois vous avez vu passer cette dinguerie qui est Bolt.new? Je vous ai déjà parlé un petit peu, mais mon Dieu, non. Je suis passé à côté, moi. Ok, c'est un triple no. Est-ce que vous avez vu passer cette, j'espère que vous allez le juger, dinguerie, qui est Simple Stream Resource Finder, où vous dites « Ah super, je veux voir tous les épisodes avec Dry », et vous les avez. Je veux dire « Ah non, en fait, j'aimerais avoir plutôt tous les épisodes liés à Active Directory, ou AD », et vous les avez. Bon, bien sûr, des fois, ça match des trucs un peu trop courts quand c'est juste 2 lettres MDR. Mais en tout cas, je me suis déter à faire ça. Et pareil, si vous voulez suggérer des idées, des topics, voir quels sont les free slots, on a des guidelines sur comment tout faire bien, comment rejoindre le projet, le Discord, etc. etc. Donc, il y a du tryhard. Et en gros, tout ça, là, c'est quelques prompts totalement for free de la manière suivante. I need to build a cool shop front-end to sell jewelry and scam people buying with crypto right shiny front please. Petite démo live obligée. Globalement, j'ai eu que des bonnes surprises avec celui-là. Spécialisé pour du front. Vraiment, j'insiste, ça peut faire un peu de back. On a regardé un peu la manière dont ça gérait les rôles ou autres. C'est encore un petit peu compliqué, on va dire. Ok, il a pas kiffé le... je crois. Ouais, mais j'ai dit Il a pas aimé le scam. Ouais. Buying with... Bon, tout. Je pense que c'est plus le scam. Hein. Ouais, c'est le mot-clé scam. Ah, peut-être que crypto, il kiffe pas, hein, tout ce qui est incitation financière, placement, tout ça. C'est assez... Tu remplaces scam par help, et c'est bon. And help people. Smart. Finalement. Tu ferais pas des propales commerciales par hasard? Non, mais je viens les aider à vider leur porte-monnaie. Évidemment. Aïe. Mais donc, ouais, c'est bien sympa, on le voit, il bosse pour nous, on va voir les previews d'ici peu. J'en profite le temps que ça bosse pour vous parler d'un deuxième qui s'appelle Lovable, qui pour le coup gère pas mal, gère un peu mieux la partie back-end, gère un peu du multi-technologie. Donc c'est cool. À mon sens, Lovable part plus from scratch et génère un projet décent, là où Bolt.new a l'air de partir d'un decent start à base de Tailwind, de React, les plugins qui vont bien, les dépendances qui vont bien, etc. Donc,
Enfin, il y en a vraiment un qui est front, l'autre qui est un peu appli fully featured et plus jamais on touche ligne de code parce qu'on fait que de lui parler. Lovable a un avantage en plus, c'est qu'on peut cliquer un composant et lui dire change celui-là ou modifie ce bout de l'interface uniquement. Là où l'autre c'est un peu fais quelque chose. Et si, Inch'Allah, il touche le bon composant. Donc voilà notre petit site avec un système de scroll. Il y a moyen directement d'aller mettre. Bon, là on a très peu d'interactivité côté bouton. Je me demande même s'il l'a chargé comme il faut. Mais de manière générale, en itérant quelques prompts, ça marche bien. Pro tips de Ryan, je t'ai vu dans le chat, je sais que tu vas adorer ce petit pro tips. C'est le suivant. Quand vous êtes sur bol.new, le fait de pouvoir télécharger son projet, il n'y a pas de problème, c'est built-in. Le fait de pouvoir réuploader sur un projet, c'est compliqué. En revanche, il gère bien l'import GitHub. Bon, on a aussi un système de crédit limité. Ce qui fait qu'en fait, avoir plusieurs comptes et avoir trouvé l'URL magique où on dit bolt.new tilde et github.com / quelque chose égale ça le réimporte. Donc en fait, vous bossez, vous téléchargez, vous le pushez sur un repo, vous prenez un autre compte Google, vous dites import from ce repo et les rastus qui fonctionnent bien. Est-ce que là ça a bien voulu? Non. Eh bien écoutez, c'est une démo de type pas interactive. Est-ce que tu peux choisir un peu les technos avec lesquels il crée le site ou est-ce que c'est vraiment T'as bloqué? un petit peu t'as un petit peu de marge de manœuvre, mais globalement React et React Tailwind et d'autres. Ok. On peut regarder vite fait. TypeScript bien sûr, vite pour le live reload, debug et tout. Tailwind, post CSS également. Mais Ok. globalement c'est relativement des sane default qu'on trouve sur quasi tous les projets front. Et au contraire, j'ai l'impression que ça va pas trop rajouter de junk. Donc je trouve ça plutôt cool. Il y a aussi un truc qui est vraiment sympa et que j'ai découvert dernièrement. Lui dire un petit do refactor, please. Et en fait, ça améliore la qualité. Donc je sais pas au bout de combien de fois à lui demander do refactor, il finit par dire eh oh, hein, c'est bon. Mais en vrai, ça marche pas mal et il finit par dire, à défaut de pouvoir supprimer des fichiers, il blanque un fichier avec une ligne en haut pour dire supprimez-le. Un coup de grape par pipe xargs rm et c'est incroyable. Donc voilà, ça dit ce que ça fait, franchement c'est cool. Très très quali je trouve. Lovable, on va pas faire une deuxième démo, mais c'est la même avec un putback, le moyen de gérer une DB, souvent c'est du Supabase pour que ce soit full front-end et géré par les ACL sans gérer d'access check côté back. Jouer avec, globalement j'ai eu vachement plus de ah là là c'est cassé et tu demandes de le réparer et il arrive pas à le réparer, mais peut-être que j'ai pas eu de chance avec les prompts que je lui donnais. Voilou. Ensuite, bon, on est obligé d'en parler. DeepSeek, l'avez-vous vu? Et oui. Oh que oui. Ça fait du bruit en effet. Vous avez joué un peu avec? Ouais, Vous avez joué en SaaS, vous avez essayé de le faire tourner en local? les deux. Et en vrai, ça marche trop bien. En vrai, ça marche trop bien. Et le fait qu'on puisse le faire tourner en local fait qu'a priori, pour l'instant, c'est pas trop grave. Sauf s'il y a des biais qui finissent par petit à petit dire fetch les URL, enfin faire un peu de l'exfiltration à base de prompt injection quoi. Mais en local, t'avais pris quelle version du modèle? Alors, j'ai vu qu'il y avait des versions allant de 8, 12, 16, 30, 60 Go et la dernière à 407 Go, un truc comme ça, Ouais. de RAM ou VRAM nécessaire. Moi, J'ai j'ai pas fait- testé celle juste avec 8 milliards de tokens. Mhm. Ça galérait. Enfin, j'étais à 4 tokens secondes, après je pouvais pas aller mieux. Donc je pense que ouais, il faut quand même une bonne infra si tu veux avoir un DeepSeek aussi performant que celui qui est en SaaS. Ah bah évidemment, hein, il faut un truc assez conséquent. Il y a les différents besoins, il me semble qu'il avait mis benchmark DeepSeek. Il passe sous le C'était 407. juste au-dessus. Eh ben peut-être, mais je ne retrouve pas l'information que je voulais. Il y en a vraiment un qui disait nécessaire pour run la grande version, 400 Go de RAM. Ciao, bonne chance. Un jour peut-être. Mais ouais, c'est tentant, c'est tentant. Notebook a testé la 1.5B et la 8B. 8B c'est déjà long. Eh bah ouais, hein, t'es en inférence, mais bon. Une fois qu'on aura tous des 5086 parce que... Non, pas du tout. I wish. I Ah, wish. c'est la Mais en tout 8B cas, que ouais. j'ai testé. 8B. Eh bah il a testé 1.5B, 8B, donc vous avez... Et du coup, la 8B génère bien lentement. T'as testé avec quel matos? Un PC HP portable qui a une petite carte graphique intégrée, mais je crois Ouais, que c'est c'est bien une intégré. 1060, un truc comme ça, quoi. Ok. Eh ben je testerai avec Oyama. T'as fait ça avant Oyama? J'ai fait ça avec LM Studio. Ok.
Faudra que En j'essaye. gros, tu as tout un repo et tu choisis ce que tu veux comme LLM, tu cliques sur télécharger, ça fait tout pour toi. Ok, bah, relativement similaire au Yama, hein. Au Yama list model, au Yama download machin. Ouais, mais je Mais suis sur Windows, fallait du clic-clic. au Yama GUI. Bon, anyway, tous les outils fonctionnent tant qu'ils mènent au LLM. Je suis tombé sur cette dinguerie qui permet de visualiser des LLM et j'étais en train de me dire, oh là là, c'est quand même vachement rigolo de pouvoir voir un peu quelles sont les différentes couches comme ça. Et donc à la fois, je commençais à me dire, c'est drôle. Et puis en fait, j'ai vu qu'on pouvait rotate un peu avec Shift. Et en rotatant, je me suis dit, ah tiens, il y a un glitch dans le fond. Et en fait, en dézoomant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un glitch. Donc ça m'a fumé de rire de voir le nombre de composants et de subcomposants et de sub-sub-subcomposants. Donc c'est assez rigolo, mais mieux que ça, il y a moyen pour un truc donné de dire montre-moi un petit peu ce qui se passe. Et donc ça montre les différentes étapes de processing, de comment est-ce que ça se fait, tokeniser, modifier, paralléliser, produit de convolutionner, etc. etc. Et les gens sont chauds en nuit en vrai. Les gens sont particulièrement chauds et je trouve ça... Bon, je sais pas si j'en aurais une quelconque utilité, mais juste c'est beau. Voilà, ça m'a régalé. Je trouve ça beau. En tout cas, pour comprendre un peu mieux ce qu'on manipule, c'est pas mal, je trouve. En plus, avec l'explication sur le côté, ça ajoute un petit plus, quoi, de juste une Complètement. animation et de la 3D, quoi. Complètement. Mais top. Hyper sympa. Et derrière, t'as toujours plus. J'ai hâte qu'ils mettent GPT 4, 5 et tout. Ça fait un peu comme quand ils présentent les vaisseaux dans les jeux à la EVE Online, où t'as Baby Ship, Mother, et à la fin, One Big Mother Ship. Alors, ça, je vais pas faire de la... Si, je vais peut-être faire une génération en live, tiens, on va faire un truc rigolo. Vous montrer déjà un peu ce que ça donne. C'est un outil pour générer des slides, de manière auto-magique, quand vous n'avez pas préparé de slides. Donc, clic 1, clic 2, clic 3, et générer. Et j'ai fait des petits tests du genre, copier-coller les liens, présente la TechnoWatch. Et juste, c'est incroyable, la vitesse et la qualité du truc pré-made, et ça le fait vraiment en extrêmement peu de temps, autant de slides que vous voulez, les petits effets, tout ça. Donc vraiment, c'est tout le travail de C-level qui vient s'envoler, finalement. Bon, j'abuse un peu, mais outre le fait que les templates soient un peu reconnaissables, donc si on gruge, ça va se voir assez vite, c'est quali de ouf. C'est quali de ouf, je trouve. Donc pareil, hein, le côté pro, bien sûr, plus jamais nous ferons des slides de type travailler. By the way, ça c'est moi quand je mets un costard, c'est faux. Je propose un petit truc, on va faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi un petit repo que vous aimez bien. Dans le chat, vous avez le droit de jouer aussi, hein, si vous avez un petit repo. Un petit repo. Il est gros, IoT of the Things. Hardware of the Things? Non, ça va. Allez. Alors, Hardware All the Things, on va montrer 2-3 trucs. Le premier, c'est que il y a un autre outil que je voulais vous présenter qui s'appelle Git Ingest. Vous pouvez demander d'ingest un Git. Et donc ça va le prendre, le parser et le mettre à un format relativement concis et compris par une IA, copy all. Et vraiment, ça a juste tout mis à plat. Vraiment, c'est un find.type file pipe bat pour afficher le nom plus le contenu. Derrière, on va dire coller le texte. Nous collons le texte. Non, on va peut-être pas dire ça. On va générer des slides. Nous allons coller le texte et dire quand même un petit truc du genre non, attends, non, je peux générer. Au secours, attends. J'ai le droit de faire des retours lignes? Ça t'a généré un J'ai truc, ça pas a le l'air droit. marrant quand même. Non, ça n'a pas encore généré. Ok. On va faire dans l'autre sens. Make cool slides to raise funds for this cool hardware project. Make it both technical and understandable. MDR, ça ne veut rien dire. On paste, on dit générer, on lui a dit 8 slides. Il commence à faire un peu du contenu. Côté titre, on va lui dire on veut faire moyen, ok. Image d'IA, il y a différents modèles qu'on peut sélectionner. Pareil pour les modèles de génération. Donc je vais laisser par default le temps de. Et thème, voire plus, il y a même un éditeur. On peut même dire fais du random s'il te plaît. Je pense qu'on va prendre un truc, un entre deux. Du vert, ça fait bien PCB hardware. Allez, hop. Générer. Et sur ce... Est-ce que tu peux retravailler les slides qui te sont générés après Tu peux les retravailler à la main ou à base de prompt. Ok. C'est assez le feu. Genre, t'as sûrement un peu d'édit à faire, mais
Voilà, enfin je veux dire les présentations en cours, plus jamais ça patine. Puis la vitesse de génération est pas dégueu aussi quoi. Allez, petit coup de full screen. J'avoue cette police est pas forcément la best, et j'étais en bas. Donc ça commence par ça. Ouais, la police elle est flinguée. Faudrait changer ça. Ah, c'est dommage que la police des titres soit vraiment flinguée. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment été convaincu, c'est du templating avec une vitesse monstrueuse, donc gros bénéf je trouve. À voir ce que ça donne. Et j'aimerais votre C'est avis sur la un peu question. cool. Convaincu ou un peu trop gadget? Ah bah moi ça a l'air vachement cool parce que cet après-midi j'ai fait en urgence une presse que je vais présenter demain à mon labo. J'espère qu'il y en a pas qui vont la regarder cette presse dans ton chat parce que sinon ils vont savoir que je l'ai faite en 2 minutes avec ChatGPT. Tant pis. Ils verront que tu fais de la veille techno, c'est tout. Hein. Vraiment cool. Pas. Wow. Qui sait? Dans le chat, ça dit des choses que je vais rejeter. Ah. Ouais. Non ouais, Non. je pense très très cool. Tu vois, tu fais générer au hasard, hein, tu vois, tu veux créer un workshop sur Docker, tu vois, au hasard. Et tu demandes à ChatGPT de te faire un cours de 2 heures sur ChatGPT. Enfin, juste les thèmes, tu vois. Juste 3 chapitres avec 3 sections chacun. Tu mets ça dans la génération de ton diapo et il te fait une présentation sur Docker. Franchement, trop Faisons cool. ça. Traditionnel. Waouh. English US. Générer un plan. Tant qu'à faire, hein, ok pour de vrai. This, un thème un poil plus sobre. Genre ça, Lavender. Bref, let's go. Je sais pas, autant le côté résumer le contenu, faire les slides, oui, mais à quel point est-ce que ça garde la partie utile, commande, sans trop transformer? Parce que ça fait très... j'ai l'impression que tu vois là, ça a généré des inspirational slides, mais en termes... Oh, la petite baleine, elle est incroyable. Ah ouais, c'est un peu cool quand même. Parce que là, je viens de voir en 7 secondes générer un truc que moi j'ai mis 2h30 à faire. Ouais, Donc, mais en je suis l'occurrence, ça a gardé moins 0 bien. commandes alors qu'on lui a donné que des commandes. Donc s'il avait pu en garder quelques-unes. Mm. Après, ça, j'en profiter du coup. Il y a quand même une autre solution qui est de dire, promis c'est la dernière, générer... c'est dans traditionnel. Présentation, oui, ça. C'est la mis où? Coller le texte. Par défaut, traditionnel, présentation... Ah, c'est peut-être celui-là que j'avais fait avant. Parce que celui-là, on peut lui dire... tu préserves le texte et essaies de pas le péter, et derrière, feu. Mais du coup, vu qu'il préserve, il va essayer vraiment de modifier le moins possible notre contenu. Donc ça veut dire qu'on peut quand même essayer de ne pas trop se faire avoir. J'ai entendu LLM. En effet, il y a eu LLM de partout. Depuis le début, c'est une IA. Oui, nous sommes tous des IA. Anyway. Drypines.ai. Dry, tu fais mes slides, s'il te plaît. Bah c'est propre. Là, c'est propre. Là, c'est ce dont on a Là, ça a l'air besoin. mieux, je trouve. Il y a moins de bullshit, un peu plus de commandes, j'ai l'impression. Ouais. Bon, il y a un truc avec les commandes qui sont wrappées sur Pluriline qui est un peu chiant. Mais avec un peu d'édition et de prompt, je pense que ça se fait. Et on voit toujours que les écritures... Ah, un jour, les IA sauront utiliser une fonte. Un jour. En tout cas, voilà, vraiment très très content de cette découverte. Et t'es limité en nombre de slides et en nombre de comme tout. présentations que tu peux faire? Comme tout, mais tu vois, en faisant 5-6 en un jour, j'ai pas cramé les limites. Donc en soi, ça va. Au pire, t'as 2 comptes Gmail et puis on s'arrange, hein, on connaît. The Other One, t'as encore changé de pseudo, t'es le pire. Fais au moins un glossaire quelque part. Sinon, c'est plus possible. Je suis tombé sur ça aussi. Notebook LM, encore des outils d'IA avec, bien sûr, j'avais fait un test sur, tiens, uploader un fichier qui contenait du code et dis-moi un peu ce que t'en penses. Premier constat, j'avais demandé toute une explication et ça l'avait généré et je ne la retrouve plus, donc je sais pas à quel point ça non-stocke les résultats, en tout cas ça devrait, mais admettons. Et le deuxième, c'est qu'on peut balancer, donc là par exemple je vais donner l'URL d'une petite news que je lis de temps en temps, et il y a un gros bouton pour dire fais un résumé audio. Il met sa vie pour le générer, mais en fait pour un résumé audio de
C'est-à-dire pour un texte que d'habitude je mets 5 minutes à lire, ça fait une discussion entre 2 ou voire 3 agents en mode podcast de 18 minutes où ils expliquent un peu le truc. Donc autant utiliser ChatGPT pour dire lis ce contenu, derrière faire écouter et en profiter, ça marche. C'est une voix qu'on connaît tous et qu'on a un peu trop entendue, mais ça marche. Autant celui-là, ça donne... Bon clairement ça diffuse le contenu, genre ça s'étale alors que t'as envie d'un truc un peu succinct. En revanche, point de vue écoute, c'est incroyable et potentiellement... Je me dis que c'est tellement une manière humaine de générer du contenu que si on prenait le transcript de ce qu'on se dit pendant les 3 heures à venir, qu'on le place dedans et qu'on le fait mouliner, il fait 3 heures ou il fait 5 heures, mais d'un contenu qui est genre au-dessus de ce qu'on fait. Donc déjà, merde. Et ensuite, juste, outil à surveiller, assez intéressant de voir la manière dont ça taffe. Les différentes approches que prennent tous les outils à base de LLM, quoi. Petit retour sur Deep Live Cam, dont j'ai absolument pas été foutu de faire marcher à plus de 2 FPS sur Linux. J'ai fait aussi les pires monstres et chimères entre mon père, ma mère, ma compagne, mon chat et moi. Faites pas ça, c'était rigolo mais vraiment complexe. Par contre j'ai eu des retours de mémoire, c'était de Lil Doudou qui avait utilisé ça, sûrement sur du Windows, mais non je sais pas, qui avait utilisé ça. Si vous avez utilisé et que vous avez eu des bons retours, je suis chaud de savoir parce que vraiment... on pourrait faire des trucs cool, on pourrait faire une intro de stream complètement fuckée, rigolote, mais à 2 FPS, c'est pas le plus convaincant. Mais en tout cas, ça se télécharge bien, installe bien même sur Linux, et pour la rapidité, on verra ça plus tard. Et sinon, je pense qu'il est aussi grand temps de faire des fakes avec autre chose qu'Elon Musk, parce que... ras le cul. Je vous propose de vous passer un peu la main, vu que je vais enchaîner sur d'autres sujets, qui sont un peu moins AI focused. Est-ce que l'un de vous a envie d'enchaîner? Je propose celui qui a gagné au jet de dés. Alors qu'est-ce qui a gagné, celui qui a fait le 1 Je ne naturel sais ou celui plus. qui a fait 10? Je vote pour toi. Sinon, on fait un Shifumi. Hein. On a les 4 caméras les unes à côté des autres. Allez, tu nous dis. Hein? Tu nous dis Shifumi. Ah, go Shifumi, c'est rigolo. On fait quoi? On fait à chaque fois la minorité survie? C'est pas souvent Ouais. comme ça que ça marche. Je n'ai aucune idée de comment ça marche d'habitude. Du multi-Shifumi, j'ai jamais fait, mais let's go, hein. Moi je suis chaud. Ouais, vas-y. Allez, la minorité survie. Ah bah non, celui qui se Non, fait. bah, Oh, oui. celui qui se fait fumer, Ouais, mais si on a 3 trucs, on va tous se faire fumer, finalement. Bon, c'est pas grave. On arrête l'émission là. Attends, et du coup, c'est celui qui finit le dernier. Comment ça marche? C'est le premier qui se fait éliminer? Ok, je la refais. Je joue avec Dry. Maltemo, tu joues avec Swisky, et ensuite on fait une Ça gagne. marche. Vas-y. Shifumi. Mi. Oh, le délai. Ok. Ah merde, en plus on voit pas ma main, mais Ok, c'était on a stylé. fait double égalité. Shifumi. Mi. Ok, ça va qu'on est beaux joueurs. Je suis dead. Gagné. Et donc c'est entre Maltemo et Dry. Ouais. Shifumi. 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 Allez, Dry, t'enchaînes. Par contre, les gars, je vais pas refaire le geste, mais faire la feuille en live, ça fait très Oui. Salut Romain quand même. Salut Ah. Romain. Oh mon dieu. Nous Oh n'y avons no. pas pensé. Oh no. Allons-y. Dry, tu peux m'envoyer ton écran et j'enchaîne. Alors attends, je vais juste déplacer. On va le mettre sur cet écran là. Le plaisir ça va. d'entendre 15 fois Shifumi quand on aura la version podcast. C'est le côté podcast qui fait. Attends, hop. Dry, watch stream. Et Hop. clac. Et je repasse côté régie. Ton écran devant le mien. Et j'affiche ton écran. And we good. Ok, super. Alors, premier article, c'est des petits tips de bug bounty à utiliser sans relâche en CTF. Ça s'appelle Nullbyte on Steroids, donc très cool puisque les nullbytes c'est cool. Et je m'en sers absolument jamais, donc voilà, ça lui a permis de trouver des bypass. Donc c'est un gars qui fait du bug bounty, qui montre 3 ou 4 fois où il a utilisé l'injection de nullbyte dans des requêtes pour obtenir des sous en bug bounty. Le premier, donc il fait un boulot absolument désastreux de censure de la boîte qu'il a pété dans ses 4 rapports.
Je crois que si tu regardes tous les trucs, t'arrives à chaque fois sortir une lettre et je pense que tu peux refaire Ça va que les gens le nom de patchent. j'espère. Donc le premier, en gros, il a trouvé une super fonctionnalité de password reset avec... Petite demande de zoom, Ouais. le classique. Putain, ça y est, j'ai traumatisé Et- The Other One et maintenant il traumatise les gens. C'est bien. Je sais pas si t'avais vu, mais j'avais un peu monté déjà. Ouais, j'ai vu. Mais c'est aussi un peu de ma faute, faut que je zoome plus l'écran et un peu moins notre tronche quand on est en skin share. Mais bon, Continuous Improvement, vous Ouais, connaissez. mais on aime bien nous voir aussi. Peut-être. Et pas avec la molette surtout. Ah. Donc le premier, c'est il trouve une fonctionnalité de password reset avec une fameuse callback URL. Tu sais pas pourquoi. Donc évidemment, il décide de mettre une URL pas sympa. Il faut qu'il bypasse un truc, donc il met evil.com@compagnie.net et après magie entre le evil.com et @compagnie.net il met un null byte. Évidemment, server side ça coupe en deux la requête et il a réussi à avoir dans son mail de password reset un lien malveillant. Donc là, on voit l'injection avec le lien evil.com. La qualité est nulle, mais alors nulle. Même en étant zoomé et tout, je vois rien. Donc, Non mais on dit pas assez, il faut zoomer et prendre un screenshot, pas prendre un screenshot et le zoomer. voilà. Sauver des vies. La deuxième, donc il a trouvé un petit path traversal qui lui permettait, je crois, de refléter à un moment le nom du fichier qu'il arrivait à inclure. Mais il était limité dans les fichiers qu'il arrivait à aller chercher, donc c'était un petit peu compliqué, et surtout que quand le fichier n'existait pas, ça crachait. Donc il est allé chercher, il a vu que c'était un serveur Windows, il est allé chercher des fichiers en ASP, enfin des fichiers standards sur des serveurs Windows. Au final, il s'est rendu compte que s'il avait dans le pass le nom de l'entreprise, ça fonctionnait par magie. Faut savoir pourquoi, s'il avait entreprise dans le nom du fichier qu'il allait chercher, ça marchait. Et donc il a réussi à obtenir à la fin une XSS avec le nom du fichier qui était réfléchi et pas d'inclusion du fichier. En tronquant avec un null byte entre le nom de l'entreprise et le contenu qui était injecté. Donc, deuxième point Le d'injection. pass c'est nice, par contre vraiment comme tu l'as dit, la censure est monstrueusement... Nul. Regarde, là Ouais. on voit un L. Ah ouais, non, Troisième mais c'est caractère, clair. on sait que c'est un L. On sait que ici il y a un slash. Enfin bref, c'est... Mais tout, je pense que c'est juste une div de pixels, genre... Oui. Non, mais regarde, Gauche. A, N, L, je dirais après. Ouais. Voilà, on a des 3 premières lettres. Et le troisième, c'est un bypass de WAF interne, donc un truc qui faisait, comment dire, un peu comme en CTF, une blacklist qui disait oh non, il y a le mot union, il y a le mot select, oh non, c'est interdit. Sauf que à un endroit dans son payload, il injectait un null byte, pourcentage 00, et là, le WAF, peut-être qu'il était codé en C, il s'est dit null byte, fin de string, terminé, il arrête de parser. Sauf que la requête après, elle était balancée dans MySQL, et après, il avait sa petite SQLi. Et donc, c'était la dernière finalement. Je pensais qu'il y en avait Ah et 4. du coup, MySQL a priori il va juste replace les null bytes par rien, genre il les dégage. Alors dans ce cas-là, ouais, Genre il le voit comme j'imagine. du white space ou... Ouais, dans ce cas-là, j'imagine. Alors je sais pas si c'est du MySQL, je suis pas sûr du. Oui, il y a une techno DB. J'aurais pensé ça plus capricieux. Tant mieux, hein. Bah moi aussi. Enfin, tant mieux. Tant mieux pour nous pirates, mais pas pour nous utilisateurs. Après, en vrai, regarde comment comment les langages de query ils sont arrangeants pour les utilisateurs. Genre, tu peux faire un string 1 égale 1 et il va t'évaluer ce statement à true et rien que ça, tu vois, c'est. Dépend desquels, mais ouais.
Ouais, oui, pas tous, mais bon, voilà. Il y en a qui sont arrangeants, donc j'imagine que si t'as du white space un peu bizarre, bah il va dire ok quoi. Mais on en parle du WAF en carton là? Parce que Ah, ça, c'est un classique. Tu mets des Oui, UBI, bon. tu mets un peu de contenu long, tu mets du PNG, tu mets du random pendant 2-3 lignes pour que ça ignore la suite. Il y a ce qu'il ouais, faut. ouais. Il y a ce qu'il faut. Tu mets un coding chunk ou même un header qui est ignoré mais qui dit chunk. Tout le reste, il dit ah, je. Quoi? Chapi chapeau. C'est ça. Ouais, bah j'aimerais bien tomber sur des WAF comme ça, mais ouais, ok. Bah Puis après les WAF c'est comment dire, c'est nice to have, mais le mieux c'est de bien coder et de pas avoir de SQL injection derrière. bien sûr. Ah, c'est mandatory. Le WAF, c'est mandatory en plus de bien coder. Il y a trop de trucs, il y a trop de Oui. de choses qu'on doit Totalement, mais bon, le Mais bon. union select qui est écrit direct en clair, d'un moment, c'est plus du WAF, quoi, c'est une passoire. Oui, voilà, C'est vrai. j'essaie de souligner. C'est vrai, ça. Oui, mais oui et non. Je suis pas d'accord. Des fois, tu as besoin de rentrer Union Select pour du texte. Par exemple, long time ago, j'ai eu un client qui avait mis un WAF derrière une application dans laquelle on devait rentrer les failles trouvées. Comment tu dis que tu as trouvé une injection SQL à base de Union Select si tu peux pas envoyer le mot-clé Union Select à ton application? Bah, tu prends un screenshot, t'envoies le screenshot, et le client il fait de l'OCR sur les screenshots pour récupérer le texte. Smart. Vraiment, c'est du vécu, hein. C'est du factuel. Il est content C'est le lui. client de devoir faire de l'OCR pour Oui, copier une query SQL qui fait 4 Non, mais lignes attends, comme ça. Mais même en tant que pentester, le recheck il est éclaté, la mise en forme du rapport, t'as un truc qui est faux, t'es obligé de faire du Photoshop plutôt que de modifier du texte. C'est débile. C'était débile. Bref, next article. Donc c'est le gars qui a un blog assez sympa. Il s'appelle Evan Han et il a fait un article. En fait, c'est celui-là qui m'a fait découvrir ce gars. My failed attempt to shrink all NPM packages by 5%. Donc l'idée c'était de réduire le stockage chez npm.js de tous les packages de 5% en utilisant Zopfli, qui est en fait un compresseur qui a été développé par Google, où l'objectif c'était d'avoir la meilleure compression gzip et deflate raw et zlib deflate, inflate plutôt, non deflate pour la compression. Et donc ce gars a fait un POC en local où juste il utilise la compression Zopfli de Google. Alors elle a un gros avantage, c'est que c'est en théorie la meilleure compression gzip qui est possible. Elle a un gros désavantage, c'est qu'elle est 10 fois plus lente que toutes les compressions, les compressions standards de la commande gzip par exemple. Ensuite, alors première chose à savoir, c'est que les packages npm c'est des tarball gzip. Et qui sont téléchargés et puis après extraites et des fois il y a un peu d'exécution au moment de l'installation. Donc ça c'est les deux prérequis. Premier truc, alors ce gars c'est un gars qui fait des packages et c'est la raison pour laquelle il est venu à se poser ces questions là. Donc il a commencé à tester sur ses packages à lui un package qui faisait 17 kibibytes. Il a réussi à le réduire à 16 je crois, donc ça faisait à peu près 6% de réduction. Donc ça a marché. Il a contacté npm.js pour leur faire la proposition de éventuellement mettre en place Zopfli comme algo de compression pour tous les packages npm, ce qui pourrait réduire énormément la bande passante. Et donc il a fait un calcul, c'est par exemple la taille du paquet de React qui fait 80 166 bytes au moment où il écrit l'article. Il a réussi à le réduire de 4019 bytes en utilisant la compression Zopfli. Il a multiplié ça par le nombre de téléchargements dans l'année qui était de 562 millions au cours de l'année où il a fait le test. Et donc ça fait approximativement une économie de 2 Tera de bande passante juste pour le package React et donc à l'échelle de npm.js. Je vous laisse imaginer la taille que le niveau de bande passante qui serait économisé. C'est clair, surtout c'est que pour NPM, mais in fine tout le monde a ses petits mirrors en local, du coup toutes les entreprises en bénéficieraient aussi. Et... Ouais.
Ouais. En même temps, vu l'effet de volume, c'est monstrueux. Donc, C'est l'écologie informatique. Alors, Bon, remplacer JS par Euh. autre chose. Alors, comme je disais, il y a un petit problème avec Zopfli. C'est pas que de l'écologie, puisqu'en fait, tu multiplies en moyenne ton temps de compression par 10, mais il y a des packages qui sont particulièrement lourds, pour lesquels c'est beaucoup plus que multiplié par 10, et quand c'est des très gros packages, eh ben, en fait, il disait que c'était tellement long de compresser le package, que pour ces packages-là, c'était entre guillemets invivable d'avoir une compression qui te prend quelques dizaines d'heures, quoi. Enfin, genre, j'exagère un peu, mais juste compresser ton package quand ça te prend aussi longtemps, bah en fait t'es content de faire du gzip si ça te prend moins longtemps, quoi. Après, ça vend du rêve. Hein. T'arrives le lundi matin, tu fais 2 modifications, tu fais tourner la CI, tu reviens dans 10 heures. Ouais. C'est l'enfer, quoi. Donc il a fait une RFC semi-officielle qu'il a proposé à NPM.js. Il a eu des retours à la fois de ses collègues à lui et des gens de la communauté et des gens de NPM.js. Ils en ont parlé, ils l'ont mise dans le calendrier des discussions. Il a eu un meeting avec eux, il a dit que le gars il était comme ça et qu'au final il a bafouillé pendant 15 minutes. Et au final, les gars ont décidé que 5% c'était pas suffisant pour être intéressant et que les désavantages dépassaient les avantages que ça pourrait apporter, à savoir le temps de compression qui serait trop important. Donc au final, il a abandonné cette idée parce que lui-même s'est rendu compte que ça paraissait intéressant de réduire tous les packages de 5% en termes de volume, mais que bah, le temps de compression qui est aussi long, ça ne ferait pas gagner tant que ça. Et voilà, et après, bah, il est ravi en tant que développeur, mainteneur open source d'avoir fait ça, et il dit que tous ses packages à lui, il les compresse avec Zopfli avant de les publier sur NPM.js. Super chouette. Mais après, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient pas voulu essayer de faire un système de threshold où genre les petits packages ils sont compressés à balle et dès que le package est trop gros, t'as une compression good enough mais plutôt rentable en temps. Genre, il aurait pu y avoir un entre-deux ou... Je pense que ça doit être une question de maintenance ou avoir deux formats de compression différents à maintenir avec un threshold, ça peut vite devenir une galère. Et quand tu as ce taille de projet, je peux comprendre le choix de rester sur un seul élément que tu peux plus facilement gérer, quoi. Est-ce que c'est qu'un seul? Je me demande s'il n'y a pas déjà un peu plus de diversité que ce qu'on pense. Je sais pas, là, c'était. Ça se comprend aussi. Mais les deux points de vue sont intéressants. Enfin, c'est assez intéressant de voir comment tu pars d'une idée principale, puis après tu découvres un peu tous les problèmes que ça engendre. Ah non, c'est clairement. Faire une grosse étude préliminaire de faisabilité. Moi, je trouvais ça cool. J'ai pas compris. Vas-y. C'est qu'il dit que lui, ses packages vont être compressés avec Zopfli. Et du coup, c'est ces packages qui sont sur NPM, si j'ai bien compris. Oui. Donc il y aurait déjà la gestion de Zopfli pour ces packages avec un fallback sur gzip pour les autres. Après, tar, ils ont dit que c'était du tar, enfin du gzip, une archive tar, une archive tar gunzippé, mais du coup c'est du TGZ. Mais globalement, tar il gère plusieurs backends et plusieurs niveaux de compression, donc je pense que c'est abstrait à ce niveau-là. Je pense. Ouais. À moins qu'il ait fait une deuxième version de tous les paquets, mais flemme. Je pense qu'il y a aussi des comportements par défaut qui sont gérés automatiquement par NPM et que toi tu peux peut-être override de ton côté tant que tu leur fournis un TGZ qui est valide, j'imagine, je sais pas. Ouais. Non. Wait and see, hein, ça... Ouais. Si, ça y ressemble, je pense. Il doit y avoir peut-être un fichier de config, quelque chose qui doit permettre de régler ça, c'est possible. Alors là, le fichier qui link, c'est buildpackage.ts. Du coup, ça voudrait dire que l'algorithme Zopfli il serait déjà intégré dans le binaire NPM, ou alors ça veut dire que toi, tu dois installer le binaire en parallèle sur ta machine. Bonne question.
Alors, Hmm, je vois qu'il y a Erducom qui écrit j'avais dit, j'allais venir que dessus. ouais, c'est ça. Zopfli, c'est pas du tout le meilleur compresseur, c'est juste que lui, il est rétro-compatible. Donc en fait, tu pourrais appliquer ça à l'intégralité des packages JS. C'est un truc que j'ai oublié de préciser et qui est cover dans l'article. Ah, Ah, c'est clair que si tu peux le drop-in pour remplacer, c'est assez pratique. Ouais. La tentative à pas trop cher. Brotli plus efficace, mais c'était pas XZ qui faisait le truc le plus vénère en compression en ratio? Bon, on pourra essayer de faire une petite recherche pour la prochaine. Peut-être. Deuxième article du même gars. 9 années de maintenir des projets open source. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Je sais qu'il y a plein de gens qui font Petit de zoom au l'open passage, source. s'il Ah te ouais. plaît. Ah ouais, putain, pourtant c'est déjà Oh gros. hein. waouh! Eh oui. Quoi? Euh, donc bon là on va le faire on va le faire rapidement. C'était juste pour avoir encore un petit peu de ce gars parce que j'ai bien aimé lire ses articles. Euh, ça reprend c'est pas mal d'articles que j'ai déjà cover en veille techno. Le premier c'est connaissez votre audience. Le gars il a fait un package qui s'appelle Helmet qui est alors je veux pas mal parler de JS, mais en gros c'est un package qui te permet d'avoir automatiquement des headers qui sont des headers sécu qui sont ajoutés à toutes tes requêtes, enfin à toutes tes réponses puisque c'est un serveur express et qui retire ceux qui sont un peu inutiles ou qui leak des infos, le X powered by par exemple. Et donc en gros c'est use a helmet, c'est mettez un casque et et voilà, le nom est rigolo. Donc lui, il a fait ce package qui est relativement populaire. Euh, et lui, ce qu'il voulait faire, c'était un package dans lequel tu le drop in, tu as vu app.use helmet, et c'est tout. Et le user, il a rien d'autre à faire. Alors que quand tu es mainteneur d'un projet comme React, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont deep dive dans ton truc, qui vont essayer de connaître sur le bout des doigts ta techno, et donc là tu vas avoir un rapport avec tes users qui est différent. Quand tu vas maintenir un helmet, tu vas avoir une user base qui veut import, use, terminer, et ça marche. Là où quand tu vas développer un framework, tu vas avoir des gens qui vont être utilisateurs, qui vont peut-être faire des pull requests, des demandes de fonctionnalités, des choses comme ça. Donc lui, le plus gros problème qu'il a rencontré avec son package, c'est faire des breaking change, ce qui a embêté pas mal de monde, ce qui lui a fait perdre quelques users à certains moments. Et donc il ne fait quasiment plus de major release. Il essaie à chaque fois d'implémenter, soit au cours de plusieurs mois quand il essaie d'ajouter des fonctionnalités à son package, soit de fournir un guide complet qui marche 100% du temps. Ouh. C'est clair que les différentes approches entre eux, tu maintiens un truc un peu velu, tu sais que les gens vont mettre les mains dedans et il faut que ça marche point barre. C'est pas la même. C'est pas Ouais. la même. C'est pas Parce la que- même. Surtout quoi, l'idée du package en ça, parce que moi je m'en suis servi à l'époque où je faisais du dev Node.js, mais c'est sur Express et c'est vraiment la conf par défaut pour harden ton serveur. Et c'est vrai que c'est l'un des avantages que j'avais trouvé, c'est que vraiment par rapport aux autres bibliothèques Node.js où assez souvent tu viens juste prendre quelque chose et rajouter un callback et faire ta tambouille avec ce qu'on te fournit. Là c'est vraiment, tu arrives, tu le lâches et ça y est, la plupart des entêtes de sécurité sont mis en place et tu as un truc qui est propre en termes de sécurité. D'ailleurs, je trouve que le modèle est assez intéressant parce qu'on ne le retrouve pas forcément dans les autres langages, hein, des modules qui permettent de faire ça directement. Euh, et les confs, assez souvent, par défaut, sont pas toujours la plus robuste, quoi. En même Mais temps, c'est l'avantage super chaud. Mais ouais, j'allais dire l'avantage qu'il a, c'est que lui, il fait pas d'éléments. Enfin, ce qu'il rajoute en termes de sécurité, c'est pas des choses qui cassent ou qui bloquent des fonctionnalités globalement. C'est entre guillemets la simplicité qu'il a par rapport à sa communauté, parce qu'il a moins de risque d'avoir des problèmes engendrés par l'utilisation de son paquet. Donc, il est un peu plus tranquille que le reste, je trouve. Je trouve ça quand même bien tendu parce que le côté tu veux faire quelque chose qui va faire tomber l'application en sécurité, si tu redonnes trop, ben
au final, tu vas juste péter toutes les features parce que t'as, je sais pas, mis des CSP, des nonces qui ont tout pété sur toutes les pages, mis du rate limit qui a tout vrillé. Tu peux pas automatiser l'ACL parce que c'est trop spécifique à chaque application. Et si tu fais un truc trop lax pour pas que l'application éclate, bah au final, il reste des trous partout. C'est vraiment pas simple comme. Tu peux amener à un niveau de guideline, tu peux tout harden, mais s'il y a pas un peu de manuel pour fine-tune derrière, il a dû faire un bon gros boulot de normalisation. Mais je serais curieux de replonger dans le code d'Helmet parce qu'en soi, à l'époque, je comprenais rien en sécu et j'arrivais à peine à faire fonctionner un serveur Node.js. Et maintenant que j'ai les bases et les connaissances de sécu, je serais curieux de voir exactement ce que fait le package. Bah allez, un projet de R&D, vu qu'on a tous du temps libre, ça part. Exactement. Non, mais en vrai, par curiosité personnelle, je pense que j'irai regarder. Alors là, un jour, quelqu'un me ressortira la vidéo, je l'aurais pas fait. Mais en vrai, personnellement, ça me rend curieux. Donc peut-être que sur une autre veille, je vous ferai le retour de ce que ça fait exactement, si ça intéresse des gens, parce que bon, Avec on est plaisir. sur du Node.js. Il me semble qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas trop, donc. Bon, faut pas se mettre Bon. de zone d'ombre. On a fait un JDR sur de l'AD. On peut bien faire un truc sur du Node.js. Oh, la balle perdue. Vas-y. Next, je pense. Non, c'est pas fini, autant pour moi. Ouais, non, c'est pas fini. Autant pour moi. Bon, ça c'est faites de la documentation pour vos features. Un qui est super, j'y ai pas pensé du tout, mais si vous avez un tag pour votre projet sur Stack Overflow, vous pouvez le follow et vous recevez automatiquement un mail à chaque fois que quelqu'un pose une question. Alors, faut juste Quelle pas bonne que, idée. faut Quelle juste bonne pas idée. que votre projet s'appelle React, parce que là, laisse tomber. Mais en vrai, je pense que c'est une bonne idée pour les petits repos, tu sais, qui cherchent à avoir leurs 10 premiers users et qui cherchent à être un peu intégrés à la communauté, c'est cool, quoi. En vrai, c'est intéressant d'aller grepper sur Stack Overflow, Quora, Reddit et Dorkey de manière générale sur les projets que vous maintenez ou utilisez pour voir un peu ce qui s'en dit, pour voir quelles sont les latest news et même Dorkey a en disant sur moi tout ce qui date d'il y a maximum un mois. Comme ça, c'est toujours des fresh news. Assez cool. Les petites optimisations, c'est cool. Et là, il reparle de son autre projet où il dit hey, en 2022, j'ai réussi à réduire un de mes gros packages en utilisant une bonne compression et donc j'ai sauvé 2 terabytes de bande passante sur NPM.js. Ah, c'est cool, tu vois la petite histoire qui avance sur la durée. C'est génial, moi j'adore. Prochain article qui est trop cool. Ouais, moi j'ai été hook par le titre clickbait, Build Your Own AirTags, avec OpenHaystack. Il y en a peut-être qui connaissent déjà. Mais en gros, on va parler un peu de comment fonctionne le système des AirTags, de comment on retrouve un iPhone qui n'est pas connecté à Internet grâce au réseau d'Apple qui s'appelle Find My Device, je crois. Donc OpenHaystack, c'est une application qu'on peut installer sur son Mac ou sur son téléphone. Je crois que c'est le téléphone d'ailleurs. Peut-être les deux. Qui permet de retrouver des devices Bluetooth qui peuvent ne pas être des devices Apple. Donc en gros ils ont commencé par faire du reverse engineering sur comment fonctionnait le système des AirTags d'Apple, comment on pouvait retrouver des choses qui n'étaient pas connectées à Internet. En fait je vais probablement charcuter très fortement le système de comment ça fonctionne. En gros les devices Bluetooth émettent, donc par exemple les AirTags émettent une clé publique qui, une fois qu'elle va être détectée par un iPhone, qui va être envoyée sur le réseau Find My Device pour dire l'item a été détecté à telle heure, à cet endroit, ce jour-là. La clé publique va être utilisée pour chiffrer cette donnée-là, qui est une donnée sensible, puisque après ça peut servir à traquer des gens, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, c'est un téléphone ou des clés.
Et en fait, après, une fois que ça a été envoyé sur le réseau, les machines Apple peuvent pull toutes les données. Et seulement si on a la clé privée sur, par exemple, son iPhone ou son Mac, on peut déchiffrer que l'item a été se trouver à tel endroit, à telle heure, par le réseau Find My Device. Mais comme on a un système de clé publique, clé privée, ça veut dire que n'importe qui peut émettre une clé publique et Apple n'aura pas de moyen de savoir que c'est que c'est un device Apple ou non. Alors je me souviens plus exactement de pourquoi, mais de toute manière, si on est capable d'émettre une clé publique à partir d'un device Bluetooth, de toute manière ça se retrouvera sur le réseau. Donc maintenant c'est de la clé publique, il la génère, rien t'empêche de réimplémenter le système de générateur. Derrière ça part dans le mesh, et si tu peux retrouver tes clés, quelqu'un peut retrouver tes clés quoi. Voilà. Mais Which is nice. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est chiffré et Apple, une fois que la donnée est chiffrée, en théorie ne peut pas déchiffrer la donnée de là où ça se trouvait. En revanche, si toi sur ton Mac ou sur ton iPhone t'avais ta clé privée, tu peux savoir où était l'item à un moment. Et donc il y a des gens qui ont une petite appli qui réutilise tout ça. Et donc là on a un petit exemple de là où se trouvait le backpack, la voiture, et en fait tout ça à partir de hardware sur lequel ils ont installé, ils proposent le firmware ici qui est dispo, donc il n'y a que à l'installer sur le device Bluetooth et après installer OpenHaystack sur son iPhone ou son Mac. Et voilà. Du coup, comme ils font passer dans le chat, Noubodorus parle de Find My Flipper et The Other One va peut-être l'implémenter sur les Willem Core. Du coup, on pourra retrouver nos meilleurs appareils offensifs. Let's go! Avec un cas d'usage extrêmement répandu dans la population, du genre « Oh là là, je pars en mission, je suis pressé, mais où ai-je mis mon flipper ?» Ça va servir à... Oh, en vrai, ici, il y a des trucs rigolos à faire avec, je pense. C'est cool en tout cas qu'il soit chauffé à réimplémenter, à faire une petite UI pour l'utiliser. Genre c'est le début de démocratiser, rendre accessible ce système de device finder. That's nice. Que ce soit pas juste laissé au big corp. Mais du coup, on est d'accord qu'il faut avoir un Mac pour in fine pouvoir récupérer, avoir l'information de l'élément, etc. Ouais. Il faut un appareil Apple et avoir déjà une clé privée générée sur un appareil Apple pour ensuite créer notre AirTag à partir de ça. Ouais, en fait, il faut ça pour pouvoir se connecter au réseau Find My Network. Ok. Mais ils l'ont pas rendu cross-compatible Apple Android, ce système de remontée et de mesh, de retrouvage d'objets? Je pense pas qu'Apple ferait ça. Mais ils ont pas trouvé le choix quand il y a eu le système des AirTags avec des gens qui se font traquer. Si t'as un iPhone, t'es protégé parce qu'on t'indique que t'es traqué. Si t'es Android, va te faire foutre. C'est compliqué à justifier. Donc je pense qu'ils ont quand même dû, dans une certaine mesure, harmoniser ça, mais en vrai, peut-être pas aussi. Ouais, avec Samsung Smart Tag, comme dit Noubo, il doit y en avoir un paquet, et si tu ne normalises pas, ils vont pas maintenir 10 meshs différents, c'est cool. Encore que, qui sait? Possible, je sais pas du tout. Non plus. Too many topics. Prochain article. Quel est le pire endroit pour stocker vos secrets? Donc, Buzzer, sous le paillasson. Allez, quelle est ta réponse, Post-it. Lucas? Que suivant où tu le stockes, il est déjà plus secret. Non, moi j'aurais bien envie de raconter la petite histoire de moi petit qui voulait se faire un password manager avant que ça existe et du coup j'ai tout codé en front. Voilà. Donc tu faisais un petit essai tu t'avais l'intégralité du mot de passe qui arrivait en clair. Il y a 10 ans, mais ça a existé. C'est débile. Non, je sais pas, pire endroit pour laisser les secrets. L'endroit où tu te feras péter le plus vite si tu mets un secret ici. GitHub. Ah, pour moi, là où ça chauffe, ouais, c'est GitHub et système de gestionnaire de paquets où t'as un build qui prend de ton env global et qui le ship. GitHub, les réseaux sociaux aussi, genre une petite image ou avec un petit post-it, un truc comme ça peut aller très vite aussi. En stream Twitch. En stream, oui. Ah oui. Non. Ah, Non. stream, ça peut partir vite aussi, ouais. C'est vrai que 2-3 fois, Lalu nous a fait cadeau de ses cookies ou de ses mots de passe carrément.
Ah, il y a un compte temporaire qui a clairement fuité, ouais. Il y a ma clé Chaos Project Discovery pour les lignes de domaine. Elle avait fuité parce que c'est la seule qui était dans l'ombre parce que j'en avais besoin pour faire une démo. Et je les pique pour dire bon, comment on peut rotate? Il n'y a pas de rotate. Je dis mais quoi? Ils disent non mais il y a pas de compte, il n'y a pas de gestion, t'as reçu une clé par mail, voilà. Je fais mais du coup, voilà, notre DB elle est publique. Ah, vous voulez pas la révoque au moins? Non. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vous spoil un peu la fin, mais il y a eu une bonne réponse sur le pire endroit pour stocker ses secrets. Donc, la personne qui a écrit cet article a découvert un site, je crois, qui s'appelle Canary Tokens, qui permet d'être alerté sur quand un token se fait utiliser dans les internets. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré des tokens, des faux tokens AWS, et il les a posés un petit peu partout. Et a attendu que ceux-ci se fassent utiliser. Mets-nous un petit coup de zoom, quand même, Pardon. pour cette belle infographie Ouais. que voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré ces Canary Tokens, ensuite il les a mis à certains endroits, comme par exemple sur GitHub, GitLab, des Pastebin, Docker Hub. Il a attendu que des acteurs malveillants trouvent ces tokens, que les acteurs malveillants tentent de les utiliser, de recevoir une alerte dans sa boîte mail une fois que les tokens étaient utilisés. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le service est gratuit, donc ça a l'air cool. Donc voilà, la liste de tous les endroits dans lesquels il a mis les tokens, les repositories, GitHub, GitLab, Bitbucket, Docker Hub, des services qui étaient sur l'internet ouvert, un serveur FTP, un serveur web, des Pastebin, JS Fiddle, des package managers npm.js, PyPy et des buckets en cloud storage. Donc voilà à quoi ça ressemble quand un token se fait utiliser. Et il a commencé. Donc il a commencé sur GitHub. Sur GitHub, alors je sais pas s'il en parle tout de suite. Ah non, là il explique comment il a fait. Donc il a tout simplement fait un config.json pour GitHub et a attendu que des bots arrivent. Il me dit pas combien de temps. Alors ça a l'air d'être en heures. Donc on voit ici que le nombre de publications, le nombre d'utilisations du token en termes d'heures depuis la dernière publication, donc sur l'heure 0, après avoir publié un secret sur GitHub, le secret a déjà été utilisé 7 fois. Sur la deuxième heure, un peu moins, mais première heure, à l'heure 0, ça a été utilisé 7 fois. Sur le Docker Hub, ça a été utilisé seulement à partir de la 170e heure. Donc quelques jours, je dirais 7 jours. Ouais, c'est ça. Il dit 7 jours avant la première utilisation, après avoir publié une image Docker qui contenait des secrets AWS. Donc il a fait une analyse, il donne des petits indicateurs avec des IP. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Ensuite, donc il a fait la même chose sur des services publics FTP ou serveur web avec des fichiers exposés. Ici, sur l'heure 0, ah non, attends. Self-managed public service. Ouais. Ok, bon, là je sais pas pourquoi il a un diagramme de Pastebin. Ah non, d'accord, ok. Il a un site web et un Pastebin. Donc sur un Pastebin sans password, à l'heure 0, ça a été utilisé 3 fois. Voilà, on voit le nombre d'utilisations en bleu. On voit que sur un Pastebin et sur un site web open ouvert sur internet, c'est quand même nettement plus que sur les services GitHub.
On Après voit un les truc quand même, services c'est SaaS, la différence de temps de détection montre que les pastebins ils sont monitorés instant et vraiment pilonnés, et que le site web c'est plutôt de l'énum long terme où une fois de temps en temps il y a une passe, mais que le temps de couvrir, t'as quand même un bon shift entre les deux. mm, Par contre, ouais, ça c'est montre un vrai. deuxième truc qui est rigolo, c'est quand même s'il y a des gens qui sont au taquet sur l'automatisation des pastebins, même si ça a fuité depuis un certain temps, ça continue à être utilisé encore des semaines et des semaines après. Mm, tout à Rigolo. fait. Bah, après, que ce soit des attaquants ou des entreprises qui font de la surveillance de Mm. leaks, etc., de toute façon, toutes les API de Pastebin, elles sont crawlées, stockées Ouais. et derrière potentiellement processées. Donc ça va dépendre de est-ce qu'ils font le travail direct ou est-ce qu'ils délaient ça avec des workers plus tard. Mais globalement, ouais. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de le relever, mais il y a aussi potentiellement des acteurs qui sont pas malveillants et qui peut-être même qu'il y a Amazon qui crawl le web pour essayer de trouver des tokens qui auraient pu fuiter, les testent eux-mêmes et en fait Amazon le fait un peu, GitGuardians le fait aussi, ils alertent en proactif, les Doudou le fait aussi dans les containers. Mais est-ce que du coup, GitGuardian et ce genre enfin, de grosses Mhm. entreprises avec leurs outils, à mon avis, ils les testent pas, ils les détectent et ensuite automatiquement ils envoient des mails. Je pense pas Alors, ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, il y en a plein qui sont Ok. fuités et tu pourrais pas faire un envoi de mail pour chaque clé parce que ça te ferait une volumétrie monstrueuse. Quand même, il y a pas mal de types de clés qui ont des endpoints et des outils automatisés pour valider. Par exemple, sur TruffleHog, il va te trouver tout un tas de trouvailles et il va te dire trouvaille potentielle ou trouvaille validée parce qu'ils ont fait un call pour dire un who am I en SaaS, quoi. Ah, ok. T'as des systèmes de validateurs ou de probe. Je savais pas qu'ils faisaient ça, Trufflelog. Ok, cool. It does. tout à fait. Pour la partie web, il a donné les infos sur comment il a créé le site web. Est-ce que c'est juste qu'il a mis un site web et tu as juste une IP et c'est des crawlers qui ont brute force des IP? Ou est-ce qu'il a créé un certificat et les gens l'ont trouvé dans les live streams? Ouais, donc c'est que une IP, Non, donc non, ça n'a peut-être pas été annoncé, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Il a juste une IP et il a mis un petit fichier aws.config à la racine. Et d'ailleurs, plus Full tard, brute force, quoi. ouais, plus tard, il dit que, en fait, en ayant ça dans un fichier nesté, il avait tellement peu de résultats qu'en fait, le gars a mis ça dans un script JS à la racine dans le index.html et que là, par contre, ça s'était fait détecter assez rapidement, de l'ordre de quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Là où quand c'était dans un aws.config qui était pas automatiquement requêté par le index.html, là il y avait quasiment personne qui l'avait eu, quoi. Ah ouais, du coup, c'est-à-dire que les premières détections, on était sur du spidering, du coup, et pas juste Ouais. sur... Ok, En même temps, ok, c'est vachement intéressant. plus coûteux qu'aller taper un route. Ouais, tout à fait. Bah... Ouais, faut avoir les ressources pour pouvoir le faire sur tous les sites d'internet, quoi. Bon, je vous passe le JS Fiddle et le Pastebin avec un mot de passe qui ont été peu concluants par rapport au Pastebin avec un mot de passe. Les package managers, il dit qu'il a fait des projets qui étaient entre guillemets un peu juicy avec un nom un peu sympa, genre S3 Lister ou Audit Scanner pour son package npm.js qui sont censés checker des choses en lien avec AWS, donc des choses que les acteurs malveillants pourraient regarder un petit peu plus éventuellement. Et là, on voit qu'à l'heure 0 sur PyPy et npm.js, il y a déjà des utilisations. Après, il a mis ça sur des buckets, et là, il y a la petite infographie un peu rigolote. Et ben, les package managers sont les grands gagnants, puisque en moins de 60 secondes après avoir déployé des secrets sur npm.js, les secrets étaient déjà en train d'être utilisés par des acteurs malveillants ou non. PyPy, on était à 119 secondes. GitHub est pas loin derrière, on est à 127 secondes avant l'utilisation, donc ne stockez pas vos secrets ni sur l'un ni sur l'autre. Pastebin 50 minutes pour la version sans mot de passe, et pas de hit pour la version avec un mot de passe qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Server web, ça a mis 47 heures avant de hit, et Docker Hub, ça n'a quasiment pas touché. Est-ce qu'on peut revenir sur les camemberts de cette infographie qui sont extrêmement menteurs? Oui, c'est-à-dire le 50 enfin, minutes qui est pratiquement... Enfin, qui fait presque la moitié des 47 heures, bon. Voilà.
c'est logarithmique. C'est une échelle Oui. logarithmique. Mhm. Je vous crois. Je vous crois. Par contre, ça veut aussi dire des trucs, c'est qu'en bug bounty, si tu veux essayer de faire un peu de la thune en scannant ce genre de secrets push par erreur, faut vraiment se taper les containers en premier plutôt qu'aller taper des petites ressources plus légères, du coup. Vu que c'est eux qui restent ici plus Après, longtemps. je pense qu'il y a aussi un intérêt à aller viser directement les package managers dans le sens où si tu arrives à compromettre, à choper un secret de quelqu'un qui publie des paquets qui ont une certaine importance, derrière tu peux contaminer plein de gens par point d'eau. Et donc c'est une des cibles qui va être privilégiée par les attaquants qui veulent viser du gros, je pense, d'où le fait que c'était détecté peut-être le plus rapidement. Après, peut-être Ouais. que je. Après, je- tu pourrais une j'extrapole, image, mais- si tu pourrais une base image utilisée par plein d'autres softs, t'as aussi un sacré impact. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est dans l'idée de le gars qui fait son script dans son coin sur GitHub, bon, c'est cool, mais le paquet, a priori, il y a moins de gens qui déploient leur code source sous forme de paquet. Bon, ça existe, j'en ai déjà vu en audit, mais voilà. Hmm. Petite infographie sur ce qui est utilisé pour une fois qu'on a des identifiants AWS, Invoke Model et l'event le plus utilisé, Get Caller Identity le deuxième. Celui-là je comprends. Ceux qui ont été le plus utilisés, c'est ceux qui étaient sur la période de temps totale. C'était ceux qui étaient sur le site web. Je pense que ça paraît logique, hein, c'est ce qui se fait le plus scroller. Et le Pastebin, ça c'est un peu plus étonnant. Je te propose quand même qu'on soit un poil plus rapide sur la partie similaire de cet article. On a fait 1h10, il nous en reste 2-ish si on veut pas finir à 4h du mat. Ok, ça marche. Je pense qu'on va devoir speed up un peu. Je finis par Zero Day Fans, qui est juste un agrégateur de news sur l'infosec. Il y a plein de CVE, il y a plein d'articles très intéressants et ça reprend la charte graphique du site sur lequel on aimerait tous voir la Lucas. Voilà. C'est la fin pour moi. Okay. C'était rapide, mais... Ah non, c'était nice, c'est nice. C'est juste que je vois le volume qui nous reste et je me dis... Vas-y. Non mais j'ai pris mon temps. J'en refais quelques-uns ou vous voulez enchaîner ?